Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode des secrets du droit international. Aujourd'hui, quelques questions de souveraineté. On l'a vu hier, les États sont souverains. Cette souveraineté implique différentes choses en droit international. On va se pencher aujourd'hui sur 3 questions qui découlent justement de cette souveraineté. Premièrement, l'exercice des compétences par les États, tant sur leur territoire qu'en dehors de celui-ci. Deuxièmement, la question du principe de non-ingérence, qui prévoit qu'un État ne peut pas intervenir dans les activités d'un autre État souverain. Et enfin, troisièmement, la question des immunités, qui protège un État et ses représentants d'éventuelles poursuites devant les tribunaux d'un autre État. On va explorer ces différentes questions au travers de cas de jurisprudence, notamment de la Cour internationale de justice, qui ont pu préciser théoriquement ces différentes questions. Mais commençons donc sans plus attendre avec les compétences territoriales et extraterritoriales des États. Donc ça c'est une question assez classique. Un État est souverain, il peut donc exercer des compétences, des pouvoirs publics. C'est presque une question de droit constitutionnel. Un État exerce des compétences législatives, exécutives et judiciaires sur son territoire. Pourquoi pas ? Mais cette question a aussi des ramifications en droit international que l'on peut explorer au travers de 2 affaires. Premièrement, l'affaire du détroit de Corfou, et deuxièmement, l'affaire du Lotus. L'affaire du détroit de Corfou a été présentée devant la Cour internationale de justice en 1949. C'est d'ailleurs la première affaire qui lui a été présentée. Cette affaire a établi que les États étaient soumis à un devoir de diligence qui les obligeait, lorsqu'ils exercent leurs compétences sur leur territoire, à ne pas laisser se produire, sur leur territoire donc, des actes qui seraient contraires aux droits des autres États. Cette affaire opposait le Royaume-Uni à l'Albanie. Un jour, un navire britannique a coulé dans le détroit de Corfou après avoir explosé sur une mine qui se trouvait dans les eaux territoriales albanaises. Le Royaume-Uni s'est donc plaint à la Cour internationale de justice qui lui a donné raison. L'Albanie avait le devoir de déminer le détroit qui était sous sa souveraineté. C'est donc ça le devoir de diligence. Un État doit faire des efforts pour éviter que se produisent sur son territoire des actes contraires aux droits des autres États. Cette première affaire évoquait donc l'exercice des compétences sur le territoire de l'État, mais est-ce qu'un État peut exercer des compétences en dehors de son territoire ? C'est une question qui se pose aussi. Cette question, elle a été vite répondue dans l'affaire du Lotus en 1927. Cette affaire a été présentée devant la Cour permanente de justice internationale, la CPJI, qui est l'ancêtre de notre actuelle CIJ. Voilà ce qui s'est passé. Une nuit, dans la mer Méditerranée, un navire français, le Lotus, est entré en collision avec un navire turc, le Bozkurt. Le Bozkurt se brise alors en deux et coule, et la moitié de son équipage périt. L'autre moitié est sauvée par M. de Mons, le capitaine du Lotus. Une fois arrivé dans un port turc, M. de Mons est arrêté par la police pour être jugé pour cet accident. Mais la France proteste auprès de la Turquie et se plaint ensuite à la CPJI. La France soutient que la Turquie ne peut pas poursuivre M. de Mons pour un acte qui s'est passé en dehors de son territoire, et même sur un navire français. Mais la CPJI va rejeter la requête de la France, car en droit international, il n'est pas interdit aux États d'exercer leurs compétences en dehors de leur territoire. Par contre, la Cour ajoutera que ceci est valable pour les compétences législatives et, comme ici, les compétences judiciaires. Mais que pour les compétences exécutives d'un État, pour les exercer à l'étranger, c'est en principe interdit, sauf autorisation spécifique. Avec ça, on peut prendre quelques exemples de compétences exercées en dehors d'un territoire. Les compétences législatives et judiciaires qui sont donc autorisées, c'est donc le fait que l'État peut prendre des lois qui s'appliqueraient à l'étranger, et judiciaire, que les tribunaux des États peuvent se fixer des compétences pour juger des crimes qui se seraient produits à l'étranger. En général, les États prévoiront ce genre de compétences pour les situations qui mettent à mal leurs intérêts à l'étranger ou ceux de leurs ressortissants. Par exemple, le droit pénal belge pourrait prévoir une compétence pour juger un Belge qui a commis un crime à l'étranger, ou à l'inverse, un étranger qui a commis un crime contre un Belge. Mais il faut savoir que la Belgique est allée encore plus loin. Entre 1993 et 2003, la Belgique s'est dotée d'une loi de compétences universelle. Cette loi lui permettait de juger toute personne, belge ou pas, qui avait commis un crime grave en Belgique ou ailleurs. Et je pense que vous voyez venir le truc, cette loi a provoqué beaucoup de tensions diplomatiques entre la Belgique et d'autres États comme Israël ou les États-Unis, dont les ministres ou les présidents avaient parfois été visés par des mandats d'arrêt belges.
Aujourd'hui, cette loi existe toujours, mais sa portée a été fortement réduite et demande quand même pas mal de liens de rattachement avec la Belgique. Mais a priori donc, exercer des compétences législatives ou judiciaires à l'étranger n'est pas interdit. Pour les compétences exécutives, par contre, c'est a priori interdit. Un exemple de telle compétence exécutive exercée dans un autre État, c'est par exemple l'arrestation d'un criminel à l'étranger. C'est par exemple ce qui s'est produit lorsqu'Israël a envoyé un commando du Mossad pour capturer un ancien nazi, Adolf Eichmann, en Argentine. Cette opération, dont l'Argentine n'avait pas été prévenue, a été beaucoup critiquée, car sans autorisation spécifique, un État ne peut pas exercer ses compétences exécutives sur le territoire d'un autre. Plus récemment, on a également l'opération lancée par Barack Obama pour arrêter ou tuer Oussama Ben Laden au Pakistan. Le Pakistan non plus n'avait pas été mis au courant. Voilà donc tout ce qu'on peut dire concernant l'exercice de ces compétences souveraines par un État. Passons maintenant au principe de non-ingérence. C'est un autre corollaire de la souveraineté ici, le principe de non-intervention, selon lequel un État ne peut, par ses actions directes ou indirectes, intervenir dans les affaires de politique interne ou externe d'un autre État. Ce principe est clairement établi dans l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies, et également précisé dans la résolution 2625 de l'Assemblée générale sur les relations amicales entre États. Les conditions pour savoir si oui ou non il y a eu violation de ce principe de non-intervention ont été établies dans l'arrêt Nicaragua de la Cour internationale de justice en 1986. Selon cet arrêt, et plus précisément son paragraphe 205, une intervention illicite, c'est une contrainte exercée sur une compétence nationale d'un État. Il faut donc vérifier ces deux éléments, la contrainte et la compétence nationale. La compétence nationale, c'est tout ce qu'un État décide seul. Les domaines dans lesquels il a encore sa souveraineté. Parce qu'il arrive parfois que certains domaines sortent de la compétence d'un État par le biais de traités. Mais en général, cette condition ne pose pas trop de problèmes. Dans la question de ce principe de non-ingérence, c'est plutôt la question de la contrainte sur laquelle on peut discuter. La contrainte, c'est assez difficile à définir, il n'y a pas de définition claire. Mais voilà un moyen simple de se représenter ce que ça pourrait être. Imaginez donc un instant le bouton de volume d'une radio. Au minimum, voilà, tout à gauche, on a 0 contrainte. C'est par exemple un petit tweet dans lequel le Premier ministre déplore les violations des droits fondamentaux commises en Chine contre les Ouïghours, par exemple. Ici, c'est juste une opinion, il n'y a aucune contrainte. Mais à l'autre bout, tout à droite, au maximum, on a contrainte maximale, une intervention armée sur le territoire d'un autre État. Entre ces deux extrêmes, il y a toutes les autres situations. Plus une intervention sera importante, plus il sera facile d'argumenter que c'est une intervention illicite. Ce sera donc au juge de déterminer ce qu'il veut retenir. Bon, il faut savoir qu'il y a des États super sensibles qui, dès qu'on les critique un petit peu, disent « Oh, intervention, au secours, au secours !» Mais effectivement, c'est des choses qui sont rarement acceptées. En pratique, il ne faut pas trop s'inquiéter de cette définition un peu large de la contrainte. Parce qu'en soi, lorsqu'il y a une intervention illicite, il y a en général d'autres violations du droit international plus évidentes que l'on peut aussi invoquer. Voilà donc en résumé en quoi consiste ce principe de non-ingérence. Passons maintenant au dernier point d'aujourd'hui, celui des immunités. Les immunités, donc, c'est l'idée générale en droit international selon laquelle un État ne peut pas être jugé par les tribunaux d'un autre État. On a aussi un corollaire à ça, qui dit que les agents d'un État, donc ses représentants, ne peuvent pas non plus être jugés par les tribunaux d'un autre État. Toutes ces règles ont pour vocation de maintenir des bonnes relations entre les États et d'éviter que le travail des représentants d'un État à l'étranger soit perturbé par des actions judiciaires qui auraient uniquement un objectif politique. Toutes ces règles ont été établies à travers plusieurs conventions internationales, acceptées par pas mal d'États, mais elles sont déjà bien acceptées comme étant des règles de droit international coutumier. Il existe deux types d'immunité, d'une part l'immunité des États et d'autre part l'immunité des agents de l'État. Évidemment, les immunités s'appliquent dans les deux catégories classiques du droit, au civil et au pénal. Deux affaires de la CIJ peuvent illustrer assez bien ces questions d'immunité. Il s'agit de l'affaire du mandat d'arrêt en 2002 et l'affaire des immunités des États en 2012. Premièrement donc l'affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2000, c'est le titre de l'affaire, qui a opposé la République démocratique du Congo à la Belgique. Petite histoire rapide. La Belgique, vous vous rappelez, c'était il y a 5 minutes, avait une loi de compétence universelle. En vertu de cette loi,
quelqu'un avait porté plainte contre M. Yerodia, à l'époque ministre des Affaires étrangères du Congo. Et alors, un juge d'instruction belge avait émis un mandat d'arrêt à son encontre. Le Congo apprend ça, il porte plainte devant la CIJ, et voilà, procès Congo contre Belgique. Je vais tout de suite vous divulgacher la fin. La Belgique a perdu et a dû retirer son mandat d'arrêt. Et la Cour a retenu quelques éléments importants. D'abord, à qui s'appliquent les immunités ? Les immunités s'appliquent aux représentants de l'État, donc les diplomates, mais également à certains membres du gouvernement qui représentent l'État. La CIJ en retient 3, le chef d'État, le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères. Pour eux, s'applique une immunité tant à titre public qu'à titre privé. Cela veut donc dire qu'ils ne peuvent pas être poursuivis ni pour les actions prises à titre public, ni pour les actions prises en privé. Toutefois, la Cour ajoute que lorsque le mandat d'un représentant est terminé, il pourra éventuellement être poursuivi pour les faits qu'il a commis à titre privé. Mais ce qui a été fait à titre public, même si c'est très grave, ne peut être poursuivi devant les tribunaux d'un État. Ce n'est pas parce que des actes sont très graves qu'ils ont été commis en dehors du cadre officiel. Mais la Cour tient à vous rassurer, ce n'est pas pour autant qu'il y a une impunité des représentants de l'État. Il existe en effet 4 situations où quelqu'un qui a l'immunité pourrait quand même devoir rendre des comptes. C'est la Cour qui le dit. Première situation, les représentants de l'État peuvent être poursuivis dans leur propre État, parce que l'immunité, telle que présentée en droit international, ne vaut que pour les États étrangers. Après, bien sûr, il peut y avoir des règles de droit interne qui modalisent un peu la façon dont les représentants de l'État pourront être poursuivis. C'est par exemple ce qui est prévu aux États-Unis avec l'impeachment. Lorsque on veut poursuivre le président des États-Unis, la Chambre et le Sénat doivent d'abord mener une enquête pour donner leur accord. Mais donc en général, quelqu'un peut être poursuivi devant les tribunaux de son propre État. Deuxième situation, l'État pour lequel travaille la personne concernée peut aussi décider de lever son immunité. C'est tout simple et ça peut arriver. Troisième cas, donc, je le disais juste avant, après son mandat, une personne protégée peut être éventuellement poursuivie pour les actes qui ont été commis à titre privé. Et enfin, dernière situation citée par la CIJ, des juridictions internationales peuvent prévoir éventuellement d'aller au-delà de l'immunité. C'est notamment le cas des tribunaux pénaux internationaux ou de la Cour pénale internationale qui prévoient des règles qui permettent d'aller au-delà des immunités. Voilà donc une affaire qui illustrait un petit peu comment on peut appliquer l'immunité des représentants de l'État dans une affaire pénale. D'un autre côté, l'affaire qui portait sur les immunités juridictionnelles de l'État est une affaire qui a opposé l'Allemagne à l'Italie devant la CIJ en 2012. Voilà ce qui s'est passé. En Italie, des gens ont porté plainte contre l'Allemagne pour des exactions qui avaient été commises par les nazis. Ils demandent des dommages et intérêts. Le juge italien accepte l'affaire, apparemment il ne considère pas qu'il y avait une immunité de l'Allemagne, et conclut à des dommages et intérêts. Ensuite, bim, exécution du jugement, des biens qui appartiennent à l'État allemand en Italie sont saisis. L'Allemagne porte alors plainte contre l'Italie pour violation de son immunité d'État en matière civile. Et la Cour donne plutôt raison à l'Allemagne, car les immunités ne devraient pas être levées, même au motif que les crimes commis sont très graves. Au même titre, les voies d'exécution, donc la saisie de biens, n'est pas permis non plus. Il y a toutefois une exception, mais la Cour arrête assez vite son raisonnement par rapport à ça, donc on n'en sait pas beaucoup plus. Mais on divise les actes des États en 2 catégories, qu'on appelle des actes de iure imperii et des actes de iure gestionis. Cela veut donc dire en latin des actes juridiques de pouvoir et des actes juridiques de gestion. Les actes de iure imperii, c'est donc les actes officiels qui relèvent de la puissance publique. Les actes de iure gestionis, ce sont des actes de gestion interne pris par l'État au titre de simple organisation, des actes privés et commerciaux en somme. Par exemple, je me rappelle, dans l'immeuble où j'habitais avant, l'appartement au-dessus de chez moi appartenait à l'ambassade d'Égypte, donc au gouvernement égyptien. Imaginons maintenant que l'ambassade d'Égypte veuille louer cet appartement pour se faire un peu d'argent. Si jamais je suis locataire de cet appartement et que l'ambassade ne respecte pas ses obligations de propriétaire en vertu du contrat de bail, je pourrais quand même aller devant les tribunaux belges pour faire respecter ce contrat. L'ambassade d'Égypte ne pourra certainement pas invoquer son immunité, puisqu'il n'agit pas ici au titre de la puissance publique égyptienne. C'est juste un contrat de bail comme n'importe quel propriétaire. C'est donc un acte de iure gestionis pour lequel l'immunité ne s'appliquerait pas. Enfin, concernant les immunités, il y a une question qui s'est posée au niveau des droits fondamentaux.
La question s'est par exemple posée devant la Cour européenne des droits de l'homme de savoir si les immunités, surtout celles des États, ne risquaient pas de causer une violation du droit fondamental d'accès à un tribunal. Et c'est une bonne question en fait. Imaginons, vous travaillez à Bruxelles dans une ambassade étrangère. Un jour, elle vous licencie. Si vous allez devant le tribunal du travail pour dire que c'est abusif et qu'elle invoque son immunité, il n'y a pas grand-chose que vous pourriez faire, contrairement à tous les gens qui ne sont pas engagés dans des ambassades. Et c'est un peu la question qui se posait dans l'affaire Kudak contre Lituanie. Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l'homme a accepté en effet que c'était violer le droit à un recours effectif que de maintenir l'immunité dans la situation comme ça d'un employé d'une ambassade qui se serait fait licencier. C'est ici un équilibre délicat qu'il faut essayer de maintenir entre l'utilité de l'immunité pour faciliter les relations internationales et le droit de chacun à accéder à un tribunal. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est ici une question qui se pose aussi pour l'immunité des organisations internationales. Voilà donc en gros ce qu'on pouvait retenir sur les immunités. Avant de terminer, il y a encore deux questions que j'entends souvent sur les immunités et auxquelles je vais répondre. D'abord, quelle est la différence entre immunité diplomatique et protection diplomatique ? Alors, au niveau de la terminologie, il faut bien faire attention en droit international, parce que ce n'est pas du tout la même chose. L'immunité, on vient de le voir, c'est un statut. La protection diplomatique, à côté de ça, c'est une procédure. Les immunités, donc, c'est les statuts particuliers prévus pour des personnes qui représentent l'État, ou dans certains cas pour les États eux-mêmes. La protection diplomatique, d'un autre côté, c'est une procédure qu'un État peut engager devant la Cour internationale de justice, et qui prévoit que si une personne a subi des dommages à cause d'un État étranger, un État peut engager une action en son nom devant la Cour internationale de justice. La personne lésée n'est alors plus partie à l'affaire et ça devient un différend État contre État. Mais on reviendra sur tout ça dans un prochain épisode. #teasing de malade. Une autre question, c'est, on dit souvent, l'immunité ne joue pas sur le fond. Mais qu'est-ce que ça veut dire en soi ? En fait, il faut comprendre cette phrase comme voulant dire que invoquer une immunité ne va rien changer au fait que l'acte qui était poursuivi ici soit licite ou illicite. Par exemple, vous êtes diplomate et vous commettez un vol. On vous attrape, vous invoquez l'immunité. Du coup, on ne vous poursuit pas. Cela ne veut pas dire que, premièrement, on vous a innocenté du vol. Ça ne veut pas non plus dire que vous n'avez pas enfreint la loi. Et ça ne veut pas non plus dire que le juge a décidé que vous ne méritiez pas de punition. L'immunité ne joue pas sur le fond. Tout ce qu'on a fait, c'est arrêter les procédures. Si votre État décidait de lever l'immunité, vous pourriez être poursuivi comme tout le monde. Voilà, ça c'est donc tout ce qu'il y avait à savoir sur les immunités et sur ces différentes questions de souveraineté. J'espère que vous avez passé un bon moment et nous nous retrouverons donc demain pour un épisode consacré à l'Organisation des Nations Unies. À demain!